Je désire quelqu'un d'autre. Waouh, qu'est-ce que ça me fait? Waouh, là je suis tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Putain, là en fait, je suis désolé, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de partir à l'étranger. Est-ce que là, on pourrait pas juste se regarder et on est déjà en train de faire un acte sexuel? Une tromperie que tu as subie avec ta compagne actuelle. Comment tu l'as vécu? Quelles étaient vos limites à ce moment-là qui ont été dépassées? Où commence la tromperie? Tu pourrais être avec une partenaire très jalouse qui pourrait te dire maintenant le fait que tu ailles faire un podcast en présence d'une autre femme, c'est déjà une forme de tromperie. Il y a eu pas mal de choses qui me sont un peu échappées à ce moment-là, où en effet, je l'ai senti un petit peu partir de notre couple. Elle était plus présente psychiquement. Donc si elle a envie de faire de la poterie, de tomber amoureuse, ou demain de se mettre au BDSM, ou de faire du tir à l'arc, bah j'essaierai d'être là. Je suis jaloux parce que il y a quelque chose qu'on m'enlève, parce qu'il y a quelque chose dont j'ai peur. Elle prend du plaisir avec quelqu'un d'autre que moi. On le voit. Est-ce qu'elle prend plus de plaisir que moi? Mais en fait, je suis nul depuis 9 ans. Pour moi, le couple, c'est deux individus qui doivent se porter l'un l'autre et pas un couple qui doit s'enfermer. C'est quoi ta définition de libertin? C'est être... c'est pas la tromperie qui fait mal. C'est la perte de confiance en l'autre. Salut Simon. Salut. Salut Samy. Salut. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, notamment du libertinage. Ok. Parce que Simon, tu es libertin. L'invité d'honneur. Oula, oui, je suis libertin je pense dans l'esprit. Après, dans les pratiques, il y a tellement de façons d'être libertin que je sais pas si je peux me qualifier comme ça. Ah, comment on te qualifierait? Donc t'es comédien, libertin, et qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important finalement à noter? Je sais pas, fou. Peut-être, okay. Voilà, où j'essaie juste de profiter un petit peu de ce que la vie me présente et puis d'essayer d'un petit peu de me dire que chaque jour je vais essayer de croquer dedans, quoi, voilà, parce que c'est court une vie, donc autant en profiter, voilà. Ok, donc tu te définirais un peu comme ça. Finalement, libertin, ça te va bien. Ouais, non, mais ça me va bien, libertin. Libertin, libertaire. C'est ça qu'on peut dire. Libertaire. Libertaire, ça amène d'autres projections et d'autres imaginaires. Ouais, je dirais essayer de profiter et puis de comprendre comment on fonctionne et comment fonctionnent les autres. C'est un truc qui m'anime de fou. Voilà. Donc essayer juste un petit peu de se connaître et de connaître les autres. Voilà. Donc toi, t'es libertin et t'es en couple aussi, ouais, c'est ça? Là, je suis en couple depuis maintenant bientôt 10 ans. Exactement. Voilà. Ça fait 10 ans que je suis avec ma compagne principale. Et donc libertin, on n'y est pas arrivé tout de suite du tout. Voilà. Du coup, justement, c'est intéressant. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait? Parce que ça, j'imagine, elle ne l'était pas forcément. Pas du tout. C'est quelque chose que tu as dû amener. Est-ce qu'il y a eu des freins au début? Comment ça s'est passé? Eh bien, en fait, on s'est rencontrés à du théâtre d'impro, voilà. Et on a eu un petit accroche au début. Je ne lui plaisais pas du tout, voilà. Elle m'a même dit sur un quai de métro, il ne se passera jamais rien entre nous. Voilà. Et donc, on a un petit peu de différence d'âge, on est à 7 ans d'âge de différence. Et puis, en fait, on s'était dit, moi j'avais toujours dit au départ que on aimerait désirer d'autres corps, que c'était un petit peu idolâtrer une personne, c'était pas pour moi, et un peu utopiesque, je ne sais pas si c'est français, mais en tout cas je le dis quand même et je le redis, c'est utopiesque. Voilà, de penser que on ne peut désirer qu'un corps ou qu'une personne dans sa vie. En tout cas moi c'est pas mon cas. Et donc quand on s'est rencontrés, on a parlé de ça et on est resté 4 ans ensemble de manière un peu fusionnelle, vraiment couple on va dire classique, monogame. Et moi j'avais toujours eu des envies, mais j'ai essayé de pas mettre de pression ou de pas mettre en tout cas de stress vis-à-vis de ça, parce que je savais qu'elle était pas prête, et puis surtout qu'elle m'avait dit que c'était pas pour elle. Sauf qu'à un moment donné, au bout de 4 ans, elle m'a dit tiens, il y a une soirée ce soir dans un club, on y va. Voilà. Donc c'est elle qui t'en a parlé. Alors moi je lui en avais parlé avant, voilà, lors de nos rencontres avant de se mettre ensemble, et pendant les 4 ans on en discutait comme ça, mais elle me disait toujours non, j'ai pas envie, voilà, on verra. Toi du coup t'étais déjà libertin, j'avais déjà eu des expériences avant, des expériences, j'étais pas des grandes expériences non plus, voilà, j'avais déjà eu des expériences avec d'autres couples, j'avais déjà été en club, j'avais déjà fait quelques autres on va dire rencontres, mais j'avais jamais été vraiment libertin complet dans un couple. Après voilà, c'est comme je vous ai dit, chacun a sa définition de libertin en fonction du couple, en fonction de la situation, quoi. Ouais, du coup c'est intéressant. C'est quoi ta définition de libertin, la tienne? Comment tu le vis?
c'est être libre de pouvoir parler de tout avec l'autre. En fait, c'est être amoureux, quoi. En fait, c'est... Non, mais c'est bien, t'arrives à le rendre poétique. Mais non, mais pour moi, c'est hyper poétique. En fait, c'est presque la quintessence de l'amour, selon moi. En fait, quand je dis libertin, c'est pas forcément que dans la sexualité, hein. C'est d'essayer de se dire qu'avec l'autre, on peut tout se dire, que ce soit les choses les plus inavouables possibles ou les plus avouables, enfin tout, voilà, et qu'on puisse en parler, voilà. Et donc d'être en couple au bout de 9 ans, 10 ans, n'importe un an, en fait c'est très compliqué de communiquer. Plus on est ensemble, plus c'est compliqué de parler, et plus c'est compliqué de se dire les choses, de se dire putain en fait là je désire quelqu'un d'autre. Waouh, qu'est-ce que ça me fait? Waouh, je suis tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre. Putain, là en fait je suis désolé, j'ai envie de changer de vie, j'ai envie de partir à l'étranger, j'ai envie d'un enfant, j'en voulais plus, j'ai envie d'un enfant. En fait tous les changements qui nous animent, les valeurs, les choses comme ça, on évolue, on change, et ça en discuter avec quelqu'un, c'est pas forcément évident. Donc pour moi être libertin, c'est ça, c'est réussir à discuter de ses travers, de ses envies, avec l'autre, sans jugement, et qu'on puisse en discuter. Ouais, mais du coup, en pratique, ça se passe comment? Parce qu'il y a quand même plusieurs formes pour moi de libertinage. On peut parler de polyamour, on peut parler de... Après, ça peut être aussi uniquement sexuel. Comment tu définis tes règles dans ton couple? On discute. C'est comme toutes les règles qu'on fixe. Nous, on s'est jamais engueulé. Déjà, tu fais une différence entre polyamour et dans polyamour, normalement, tu as la notion d'amour. Libertinage, t'es censé, si tu te fies à la définition la plus commune, partager du temps et des activités sexuelles avec d'autres personnes sans pour autant qu'il y ait une notion de sentiment amoureux qui rentre en... Mais c'est même pas forcément sexuel d'ailleurs. Ça fait rentrer le sexuel, libertinage généralement. Libertinage oui, libertin non. Un esprit libertin. Oui, c'est de l'attitude. Ok, c'est un truc encore Exactement. Plus haut. Et même le libertinage, en fait, c'est pareil là. C'est où est-ce qu'on pose la position du sexe, parce que malheureusement, c'est que parfois dans les discussions, on pose souvent la question de à quel moment on est en train de faire du sexe. Est-ce que là, on pourrait pas juste se regarder et on est déjà en train de faire un acte sexuel? Ça, c'est effectivement la question des limites. Mais du coup, entre nous, effectivement, où commence la tromperie? Tu pourrais être avec une partenaire très jalouse qui pourrait te dire maintenant le fait que tu ailles faire un podcast en présence d'une autre femme, c'est déjà une forme de tromperie. Donc, tu vois, c'est parce que chaque personne a des limites différentes. Exactement. Moi, je discutais avec une femme dans un club qui était passionnante. Ils étaient mariés. Ça faisait plus de 20 ans qu'ils étaient mariés. Elle adorait les gangbangs. C'était son truc. Voilà. Donc, avoir beaucoup de garçons pour elle. Par contre, elle n'embrassait pas hors couple. Elle ne faisait pas de bisous hors couple parce que c'était dans leur contrat. C'était les limites qui s'étaient fixées. Chacun a ses limites, chacun a ses contrats de couple. Exactement. Et d'ailleurs encore plus dans le monde du libertinage, puisqu'en fait ça demande une confiance tellement extrême. C'est pour ça que je dis que c'est presque l'inquintessence de l'amour, parce que c'est encore plus ces moments où en fait on a besoin d'une confiance extrême en soi, pour ne pas avoir peur, ne pas être jaloux. Pourquoi on est jaloux? Oui, tiens, pourquoi ça me titille? J'ai peur d'être abandonné, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc en soi et en l'autre. Parce que si on définit des limites, il faut pas qu'elles soient, quand tu dis tromperie, ça peut juste être aller voir quelqu'un Mais en fait, justement, ça c'est intéressant parce que tu as souvent cette image. La plupart des gens qui ne connaissent pas ce milieu, ils considèrent que le libertinage, c'est effectivement l'absence de limites. Donc, ils ne peuvent pas imaginer que la notion de tromperie existe dans des couples ouverts. Tu vois, alors que finalement, c'est tout l'inverse. Il y a des trahisons, voilà, c'est ça, il peut y avoir des trahisons, et dans ces couples, il y a beaucoup de gens qui se sentent trahis, alors que le mari a des relations sexuelles de son côté, la femme a des relations sexuelles du sien. Bien sûr. Et pour autant, il y a quand même des limites qui ne sont pas les mêmes peut-être que la plupart des couples standards, et ces limites peuvent être franchies, et ça ne fait pas pour autant moins mal à l'autre quand elles sont franchies. Oh non, non. non, ça fait même autant mal, voire plus mal, j'en sais rien. Enfin, je vais pas mettre une échelle de la douleur, mais... Je voulais rebondir, parce qu'on en a déjà discuté, tu m'as parlé d'une tromperie, du coup, que tu as subie avec ta compagne actuelle. Ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler? Comment tu l'as vécu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles étaient vos limites à ce moment-là qui ont été dépassées, justement? Bien sûr. En fait, on a commencé le libertinage où on a toujours rencontré à deux.
Donc on n'avait jamais dépassé le cap de rencontrer seul. Depuis on le fait, voilà, mais et ça amène d'autres problématiques puisque à chaque fois qu'on avance dans des expériences, forcément ça amène d'autres discussions, d'autres enjeux. Mais donc on ne rencontrait qu'à deux et en fait on a rencontré un couple et j'ai senti qu'il y avait une connexion. Elle a eu une connexion avec le garçon assez forte sur le moment. Alors j'ai toujours eu un peu peur de la connexion avec les garçons qu'elle avait parce que j'ai des problèmes de confiance en moi, j'ai des problèmes d'abandon, j'ai tous mes travers de garçon qui a peur d'être abandonné, voilà. Mais je les connais et je pense que j'arrivais à faire face. Et là j'ai senti que vraiment il y avait une connexion un peu particulière. Et en effet, il se trouve que ils sont tombés amoureux profondément l'un et l'autre. Et en fait, oui, il y a eu pas mal de choses qui me sont un peu échappées à ce moment-là, où en effet, je l'ai senti un petit peu partir de notre couple, de notre modèle, on va dire notre équilibre qu'on avait, où elle était plus, on va dire, présente psychiquement avec moi. Et c'est très bizarre de se sentir abandonné. Et il y a eu en effet quelques tromperies, des choses où en fait elle a embrassé, voilà, alors que c'était quelque chose qui n'était pas ok dans notre contrat actuel, voilà. Et donc forcément, on peut dire que c'est qu'un bisou, hein, mais en fait, peu importe une tromperie, tant qu'on fait confiance extrêmement à la personne, en fait, peu importe la tromperie, que ce soit entre guillemets juste un bisou, une pénétration ou même un rendez-vous ou un message sur WhatsApp, en fait, ça reste une tromperie et donc ça reste. C'est pas la tromperie qui fait mal, hein. C'est la perte de confiance en l'autre. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a fait ça. C'est que en fait, j'avais une confiance extrême, voire complètement immuable en fait en ma partenaire. Et en fait, c'est ça qui m'a un peu détruit sur le moment. C'est waouh, en fait non, ça s'écroule. Waouh. Oui. Voilà. Pour avoir été trompé auparavant, ça rappelle des choses qui peuvent faire mal, donc forcément. Et t'as toujours eu ce rapport-là à ses limites, c'est-à-dire le fait d'accepter que ta partenaire ait des relations sexuelles avec un autre homme, c'est quelque chose qui ne t'a jamais gêné, ou en tout cas qui n'a jamais suscité de jalousie particulière, même avant, ou alors est-ce qu'il y a eu une évolution ? Si, il y a eu une énorme évolution, parce que même avant ma partenaire actuelle, j'avais déjà des envies, mais c'était pas facile à imaginer, voilà. Et avec ma partenaire actuelle, quand ça a commencé à faire, forcément c'est très difficile, parce qu'il y a des choses qui s'activent là, qui se disent waouh, mais en fait elle prend du plaisir avec quelqu'un d'autre que moi. On le voit, est-ce qu'elle prend plus de plaisir que moi ? Mais en fait, je suis nul. Mais en fait, si elle prend plus de plaisir que moi, ça veut dire qu'en fait, je suis nul. Mais en fait, je suis nul depuis 9 ans. Waouh, en fait, voilà. Donc, bien sûr, ça active des tas de peurs, des tas de craintes perso. Et petit à petit, on évolue. On se dit que, ouais, mais en fait, non, si notre couple, il est fort et on est confiant, en fait, c'est notre socle. En tout cas, dans notre mode actuel, qui est avec un couple hiérarchique, pas anarchique. Voilà, parce qu'il y a deux. Il a dit que c'est plein de codes, en fait. Comment ? C'est plein de codes. C'est plein de codes, c'est plein mais c'est surtout de la communication. C'est en discuter, tout simplement. De dire, ouais, ok, qu'est-ce que t'as ressenti avec lui ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et puis, de savoir qu'en fait, alors, c'est ce qu'on appelle le fameux mot de la compersion, voilà. Le fameux, pour ceux qui ne comprennent. C'est prendre du plaisir à savoir que l'autre en prend, c'est ça, c'est quelque chose comme ça, non ? Ouais, c'est même plus que prendre du plaisir, c'est vraiment être complet à ce que l'autre le soit. C'est-à-dire que c'est vraiment parce que si on est jaloux, c'est tout simplement parce qu'on a peur d'être abandonné, ou on a peur que l'autre nous lâche, ou on n'a pas confiance en nous. Enfin... Ça justement, j'ai des doutes là-dessus. Je pense qu'effectivement, parfois, certaines formes de jalousie, c'est lié à un manque d'estime de soi et de confiance en soi. Mais je pense que la plupart des êtres humains sur Terre, ils ressentent ce sentiment de jalousie. Tu sais, et c'est pas forcément lié à un manque d'estime de soi ou à des névroses. C'est un peu comme le vertige. C'est-à-dire que le vertige, tu montes, tu fais de l'escalade, tu regardes en bas, tu peux avoir le vertige, et sans avoir la peur et sans avoir un manque de confiance en le fait d'être attaché. Mais c'est tellement ancré, c'est tellement profond que t'as une peur qui est réveillée. Je pense que la jalousie, c'est un petit peu pareil. Tu sais, ça fonctionne un peu pareil que le vertige. Mais après, t'as différents degrés de jalousie.
différents degrés de jalousie. Après, tu sais, t'as plein d'explications sur la jalousie. T'as les explications évolutionnistes. T'as effectivement des jalousies pathologiques qu'on peut expliquer par des manques de confiance en soi. Mais t'as une base de jalousie qui est quand même un sentiment humain qu'on retrouve chez tous les hommes et les femmes. Mais pourquoi ? Même chez les gens libertins qui ont des limites qui sont différentes. Mais bien sûr. Et pour autant, ça n'est pas pour autant lié à un manque de confiance en soi. Non, c'est pas un manque de confiance en soi, mais c'est une envie d'appartenir à un groupe et d'avoir peur de perdre un acquis. Mélange de peur de rejet, c'est ça. Mais donc, plein d'explications. Mais donc du coup, on va dire, enfin, de ma petite connaissance, c'est très souvent, voire tout le temps, centré sur soi. C'est pour soi. C'est je suis jaloux parce que il y a quelque chose qu'on m'enlève, parce qu'il y a quelque chose dont j'ai peur. Mais est-ce que tous nos comportements ne seraient pas quelque part égoïstes, quels qu'ils soient? Tu vois, ils sont toujours ramenés à soi. J'espère que non. Même quand tu me parles de compersion, tu vois, la compersion, le fait d'éprouver du plaisir à savoir que l'autre en prend, ou de te sentir, tu m'as dit, je me sens complet, à savoir que l'autre se sent complet. C'est toujours quelque part pour se faire un plaisir rapport à toi. Bien sûr. Donc même ce qui en surface et en apparence est de l'ordre de l'altruisme, en réalité, c'est une forme d'égoïsme. Bien entendu, il y en a qui donnent au resto du cœur, tout simplement parce que exactement. Bien sûr, bien entendu. Mais c'est assez différent d'être jaloux et d'empêcher quelqu'un faire quelque chose. Et quand je dis jaloux, c'est pas que sexuel, attention. Je dis en fait, on s'empêche souvent en couple de faire des choses en tant qu'individu. Alors que pour moi, le couple, c'est deux individus qui doivent se porter l'un l'autre et pas un couple qui doit s'enfermer. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, par exemple, si demain ma chérie me dit, ce qui va arriver, hein, elle l'a déjà fait, en fait, j'ai toujours eu le rêve de partir à l'étranger. À un moment donné, je suis qui pour en fait la retenir et dire putain, tu vas partir à l'étranger. En fait, je vais essayer d'être moteur. Alors, ça va me faire mal, hein. Ça va être dur. On va passer par des étapes, voilà. Comme quand elle m'a dit, je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Waouh. Sur le moment, alors ça m'a bien détruit, bien compliqué, on s'est trahi. Et après, maintenant, en y réfléchissant, en ayant bien communiqué, qui je suis pour en fait juger le fait qu'elle soit amoureuse de quelqu'un d'autre, pas amoureuse, c'est sa vie. J'en fais partie, mais c'est sa vie, c'est son individualité. Il faut qu'elle vive les moments qu'elle a à vivre. Donc si elle a envie de faire de la poterie, de tomber amoureuse, ou demain de se mettre au BDSM, ou de faire du tir à l'arc, j'essaierai d'être là. N'y voyez aucun lien entre toutes les activités. Hein. J'avais même pas fait rapprochement. Ouais, moi non plus. J'étais trop concentré. Je sais pas. Mais voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est que il faut que chacun soit moteur de l'individualité de l'autre et pas. Après, il y a les individus, il y a le couple. Et effectivement, et le fait et le couple quelque part. On est d'accord que ça ne doit pas écraser les individualités, mais c'est à considérer aussi. Bien sûr. Le fait que le couple fonctionne, c'est aussi la capacité à mettre en avant et à mettre en priorité certains objectifs du couple, ou en tout cas ce qui permet d'atteindre les objectifs du couple avant ses propres désirs personnels. Et c'est un équilibre à trouver entre les deux, entre ton individualité personnelle, ton individualité et les objectifs de ton couple. Alors je dirais pas le avant, parce que ça veut dire qu'il y a une notion de priorisation. T'es obligé de prioriser. Après, parfois tu priorises le couple, parfois tu priorises individuellement. Et c'est une balance entre les deux. Il y en a qui priorisent, il y en a qui priorisent pas. Dans les relations complètement anarchiques, les polyamours anarchiques, il n'y a aucune priorisation. Et c'est pour ça que la question peut se poser, est-ce qu'on peut encore parler de couple Justement, je sais pas. Je sais pas si c'est le mot, si c'est le mot approprié, j'en sais rien. C'est pour ça que j'ai parlé de compagne, j'ai parlé de partenaire. J'ai parlé de chérie, mais j'ai pas parlé, en tout cas, de relation de couple. J'en sais rien. Je sais pas si c'est une relation de couple. Oui, on reste quand même une relation de couple parce que dans ma relation aujourd'hui, c'est notre socle. On sait qu'on viendra tout le temps à la maison ensemble et c'est notre pilier. On est le pilier de l'un l'autre. Voilà. Par contre, de le côté avant, je suis d'accord. Alors peut-être le côté avant, mais en tout cas de pas l'oublier et de pouvoir en parler. Parce que très souvent, en tout cas, avec des amis ou des choses comme ça. Parfois, les désirs personnels, on les oublie et on les tait plutôt que de faire passer le couple avant. Si on peut en parler, en dire putain, en fait, j'ai très envie de coucher avec cette fille. Qu'est-ce qu'on en fait ? Si je peux déjà juste le dire, c'est déjà énorme. Après, le faire, c'est autre chose. Mais le dire, c'est déjà pour moi énorme. Et du coup,
Je rebondis sur ce qu'on disait juste avant. Qu'on disait qu'il fallait faire un choix, qu'il y avait un équilibre à trouver entre l'individu et le couple, et que tu disais que pas forcément, finalement. Mais ça dépend, comme il disait Samy, je suis d'accord, admettons que tu aies un désir d'enfant avec ta compagne. Est-ce que ce désir-là va pas être finalement prioritaire par rapport à son désir individuel de partir en voyage, parce que du coup c'est pas très compatible? Bien sûr, ça va. Il y a des choses qui vont se prioriser. C'est pour ça que je dis avant, oui, mais au moins on va pouvoir en parler. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, on va pouvoir se dire waouh, t'as un désir d'enfant. C'est ce qui se passe là d'ailleurs. Elle a un désir d'enfant. Moi, je suis plutôt en mode waouh, je sais plus trop. Voilà, je suis un peu perdu. Donc c'est un sujet qui est épineux entre nous. Parce que on arrive à un moment où en fait elle veut des enfants et moi je ne sais plus trop, mais au moins on peut en discuter, au moins on peut se parler et se dire ok, on essaie de se faire accompagner aussi, parce que attention, faites-vous accompagner quand vous avez des sujets, discutez. La santé, les gens sont très bons pour aller en salle de sport et se dire qu'il faut prendre soin de sa santé physique. Allez voir des psys et prenez soin de votre santé mentale. Et les deux sont liés, hein. De toute façon, la mauvaise santé physique influe sur la santé mentale et inversement. Donc ne dites pas que vous n'attendez pas d'aller mal pour aller voir un psychologue ou discuter de choses, voilà, parce que c'est trop tard. C'est bon rappel. Je préfère le dire. Mais voilà, donc on se fait accompagner, on en discute. Mais par exemple, oui, ce sujet-là, c'est aujourd'hui, on se dit, tiens, qu'est-ce qu'on en fait? Elle en veut, moi, je ne sais plus. On va essayer d'en discuter, d'en reparler, d'avancer. Et puis peut-être qu'on va arriver à une conclusion qui est, ah merde, elle en veut, j'en veux plus. Ouais. Bon, c'est la fin de notre relation. Totalement. Voilà. Et au moins, on en aura discuté, on aura tout mis dans la balance et on ne sera pas en train de se déchirer. Pour pouvoir se dire mince, je cache quelque chose, voilà. Mais au moins on peut en discuter. Voilà. Oui, je vois. Et admettons que t'en viennes à désirer aussi de fonder ta famille avec elle. Ouais. Comment tu envisages avec votre mode de vie actuel une vie de famille finalement? Waouh. Comment ça s'envisage? Ça s'envisage, alors déjà je ne sais pas, ça s'envisage pas parce que pour l'instant j'ai déjà du mal à envisager la vie de famille puisque je ne suis pas papa. Alors mon petit frère l'est et il y a plein de copains qui le sont, donc je vois déjà que ça s'envisage de manière, ça prend un temps assez conséquent. Donc je dis pas que j'en ai pas envie, je dis pas que j'en ai envie, pour l'instant je suis un peu perdu. Je sais que c'est possible puisque j'ai aussi beaucoup rencontré d'autres gens, d'autres personnes qui sont mère de famille. On a même rencontré un couple qui sont maman et papa d'enfants. Mais ça ne m'étonne pas parce que je pense que c'est pas parce qu'il y a l'arrivée d'un enfant que les personnes ont envie d'arrêter. Enfin, peut-être momentanément ils vont arrêter quelques mois ou quelques années, mais il y a un moment donné, c'est pas parce que tu as un enfant que tu vas ne plus avoir de désir sexuel, ne plus avoir de désir tout court. Heureusement. Donc Après, il y a des gens qui n'ont pas de désir et c'est ok aussi, hein, attention. Hein. Oui. Enfin, je veux dire, c'est aussi, ce n'est pas du tout grave de pas avoir de désir sexuel. Voilà, il y a des gens qui le sont et ils vivent très bien. Et voilà, moi, c'est pas mon cas. J'avais fait un podcast avec une fille qui se disait asexuelle et qui était en couple. Effectivement, d'accord. Elle expliquait comment le fait que son copain l'accepte, le pas ou peu de relations sexuelles. Et finalement, ça dépend beaucoup. C'est une frustration quand tu n'arrives pas à trouver quelqu'un avec qui ça le fait et qui accepte ce mode de vie. Et je pense que c'est très compliqué parce que c'est la plupart il y a très peu de gens qui sont capables d'accepter ce type de relation. Mais une fois qu'effectivement elle rencontre un homme dont elle tombe amoureuse et cet homme-là accepte le peu ou pas de relations sexuelles, ce qui est très rare effectivement, même si on le débattait, ça devient c'est pas forcément si rare que ça. Je pense qu'il y a c'est pas une majorité. C'est pas une majorité et qu'ils le vivent bien, qu'ils l'acceptent et qui n'ont pas ce besoin et la libido qui s'aligne avec leur partenaire. C'est peu courant, relativement peu courant. Ça, je ne sais pas aujourd'hui s'il y a beaucoup de couples qui aujourd'hui ont une libido qui soit alignée. Exactement, mais c'est ça le souci. C'est au-delà de la libido, même dans l'expression du désir, tu sais, t'en as beaucoup, ils savent pas communiquer, ils savent pas, t'as des différences de désir même entre les hommes et les femmes, de mecs qui sont dans un désir spontané où ils ont qui est plus pulsionnel, et les femmes elles sont dans un désir plus réactionnel où il y a besoin d'un contexte. Alors, j'ai du mal à genrer le désir, ça me dérange un peu. J'ai fait un travail là-dessus justement, avec où je regardais des études qui montraient, qui mettaient en avant une différence dans la nature du désir,
où justement les femmes se retrouvent beaucoup plus dans un désir réactionnel qui fait qu'il y a beaucoup plus besoin d'un contexte que ce soit propice. Tu vois, je te donne un exemple. Typiquement, le mari qui rentre du travail, un exemple très cliché pour que tu comprennes, le mari qui rentre du travail, qui va avoir envie de sexe et qui va entreprendre très directement même des préliminaires ou un rapport avec sa femme, sa femme qui aura passé la journée au travail, qui sera fatiguée, qui sera pas forcément dans le mood, elle a besoin d'un contexte, elle a besoin de sentir que ça vient dans une dynamique, je dirais même de séduction, même dans un couple, tu vois, mais que ce soit enveloppé et c'est ce qu'on appelle désir réactionnel. Ouais. Et il y a une différence dans la façon. Je suis un désir réactionnel aussi. Mais non, mais c'est des tendances. C'est des tendances, bien sûr. Même moi, je veux dire, mais c'est des façons. Et après, il y a plein de nuances entre chaque. Là, je schématise pour que ce soit clair. Mais c'est pour dire que dans la façon dont s'exprime le désir chez les hommes et chez les femmes, parfois, il y en a qui n'arrivent pas à communiquer, pas à s'entendre. Et ils pensent, ils vont te dire, ma femme n'a pas de libido. Alors que c'est pas une question de libido, c'est une question de la façon dont tu amènes et dont tu arrives à l'acte sexuel et que tu suscites le désir chez l'autre. Mais c'est un problème de communication, c'est pas un problème de bien sûr, désir. Mais c'est un problème de désir et de différence dans la manière dont s'exprime le désir et de communication. Oui, mais ça déjà je pense que c'est pas genré profondément parce que je pense qu'on peut être un garçon et avoir du désir de manière très spontanée et évidemment, très réactionnelle. Bien sûr. Et une fille aussi peut avoir peut être très et l'inverse aussi. Mais c'est des tendances. Quand on dit les hommes sont plus grands que les femmes, tu peux me dire bah non, il y a des femmes qui sont plus grands que les hommes ou inversement. C'est des tendances générales. J'aimerais bien voir les études parce que je t'enverrai tout. Parce que je fais un tout petit peu attention sur les tendances et les choses. Tu tapes Reactive Desire sur Google, tu vas trouver des trucs plus en anglais. Mais mais parce que j'ai toujours un petit peu du mal à mettre des gens dans des cases en disant les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. En fait, il faut pas essentialiser, c'est ça le truc. Il faut être capable de prendre du recul par rapport à ces choses-là. Quand on dit ça, on n'essentialise pas. On accepte qu'il puisse y avoir des tendances, d'où qu'elles viennent, mais qu'effectivement, ça n'est pas parce que tu es un homme que tu es comme ça ou que tu es une femme. Mais de dire que les femmes, selon moi, dire que les femmes en fait ont des appétences. Je vais essayer de chercher mes mots et de trouver des bons mots avec lesquels je suis à l'aise, mais des appétences sur le fait d'avoir plus de stimulation de contexte, d'histoire ou d'avoir en effet je pense que c'est dû à une éducation et dû à après on peut bien sûr ça c'est un autre sujet de pourquoi est-ce que c'est comme ça, ça on peut en débattre aussi, c'est encore un autre sujet. Mais et nous, pourquoi les garçons aussi on a cette culture peut-être un peu plus directe. Alors attention, c'est pareil, je schématise mais j'aime pas ça. Plus frontal, mais c'est une réalité. Ça peut venir de l'éducation, de la culture, bien sûr. Ouais, mais t'as aussi des filles qui sont très frontales. Moi j'ai déjà eu des filles très frontales et moi ça m'a complètement décompensé. La personnalité. Oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, moi j'ai une fille qui est rentrée chez moi quand j'étais à Paris. Elle s'est mise nue, elle m'a dit prends-moi. J'ai fait mais j'ai mon poulet coco qui est en train de se refroidir. J'ai pas du tout envie de toi en fait. Ouais. Et voilà, on n'a pas du tout fait d'acte sexuel. Voilà, parce que moi ça me bloque, moi ce genre de truc. Dans un autre contexte, peut-être que ça m'aurait excité, enfin voilà, mais c'est comme tout, c'est à un moment donné avec une personne, avec quelqu'un, enfin voilà, c'est tellement, justement c'est pour ça que j'essaie un peu de fuir le côté schématique, parce que c'est pas schématique, parce que en fait avec quelqu'un dans un moment, en fait une personne va pouvoir baiser et se dire putain mais prends-moi pendant 5 minutes dans ces chiottes là juste derrière et c'est maintenant. Et à un autre moment, en fait, on va faire l'amour, et baiser aussi pendant 2 heures en se câlinant et en étant hyper tendre. Enfin, voilà. Mais tout est tendresse et encore tout faut-il être aligné sur le moment, la façon. Donc parlons. Et ça, parlons. C'est la difficulté. Parlons et prenons le temps de nous sentir, de nous ressentir. Là on sent le libertin qui parle. Non, là c'est plutôt le comédien. Là c'est plutôt l'impro qui parle. De comment on fait pour se connecter à l'autre, comment on fait pour savoir ce qui se passe chez l'autre. Et donc pour revenir au libertinage, effectivement ce serait intéressant de comment est-ce que tu as découvert peut-être ce milieu, qu'est-ce que tu fréquentes, parce qu'il me semble qu'il y a des clubs, il y a des soirées. Est-ce que tu as des anecdotes de début peut-être pour nous faire comprendre un petit peu comment t'es tombé là-dedans? Alors, je suis vraiment tombé, la chemise, tombé là. Alors je suis tombé, j'espère que je me suis pas fait trop mal, mais ça m'est arrivé de tomber.
Alors moi j'ai toujours été, je pense, attiré déjà par la sexualité et le sexe en soi, parce que je suis quelqu'un de très stressé, et j'ai découvert, comme dans les jeux vidéo, le sexe est un exutoire incroyable, voilà, parce que j'ai mon cerveau qui va à 4000 à l'heure, et quand je fais une activité sexuelle, il n'y a que ça qui existe au monde. C'est-à-dire que vraiment, mon cerveau s'arrête. Il n'y a que ce moment qui existe à 2, à 3, enfin bref. Voilà, je suis concentré que sur l'instant, le présent. Et donc du coup, très égoïstement, ça me fait énormément de bien. Voilà. Donc je pense que j'ai dû tomber dedans, peut-être... dans le chaudron. Voilà, c'est ça, je pense avoir peut-être 19 ans, 20 ans. Ok, oui, donc c'est 19 ans, 20 ans. Mais t'étais en relation du coup à ce moment-là ou pas? Non, j'étais pas en relation. Je m'étais inscrit sur Wild, donc. C'est un site libertin. Ouais, exactement. Qui s'appelait Net Échangisme avant, je crois d'ailleurs. Voilà, qui est le premier site libertin européen, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc je m'étais inscrit pour faire des rencontres et tout ça, et aussi parce que j'avais envie d'avoir des expériences sexuelles. Peut-être par curiosité, peut-être parce que j'avais très envie, peut-être aussi par fierté, parce que voilà, j'avais eu ma première expérience sexuelle, c'est vraiment très 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 mal passé. Donc oui, mais voilà. Donc du coup, j'avais peut-être besoin aussi de me prouver que. Pourquoi elle s'était mal passée, on peut. Oh oui, voilà, j'ai pas de tabou, hein, pas de souci. Je fais le résumé rapide. J'étais quelqu'un de très fleur bleue. Voilà, je suis toujours un peu fleur bleue, un peu voilà. J'aime bien une vie cinématographique. Voilà, je me crois en train de marcher il y a de la musique partout autour de moi. Voilà. T'es très poétique, hein. Même ça se sent. J'en sais rien. À ta façon de parler. J'en sais rien, mais en tout cas, j'aime bien me dire qu'on peut vivre dans un film et qu'on essaie de l'être, parce que voilà, j'aime bien vivre intensément les choses. Et donc, quand j'étais plus jeune, vers mes 18 ans, j'ai eu ma première compagne, et ça a été une fusion. Mais vraiment une fusion, c'était l'amour de ma vie, quoi. Enfin, c'était sûr, c'était certain. Et donc je me suis mis avec elle. J'ai déliré pour elle. Voilà. Je n'existais que pour elle. Il faut pas faire ça. Je crois que dans tous les premiers amours, on a tous fait ça. Voilà, mais tout le monde passe par là. Voilà, je dis qu'il faut pas faire ça, mais faites ça, parce que de toute façon, voilà. Et bon, bref, je vous résume Il faut passer par là même. C'est parfois ce qui te construit. Ça forge, ouais. Moi, ça m'a bien forgé. Hein. Oui, pareil. Mais voilà, pour résumer, donc on a été amoureux transis et pendant quelques mois, et puis en fait, on essayait de faire l'amour, et en fait, ça marchait pas parce que ça lui faisait mal. Et donc moi, c'était ma première fois aussi, donc moi, je voulais pas lui faire mal. En fait, c'est le principe d'ailleurs d'être ensemble, c'est de pas faire mal à l'autre. Donc moi, j'étais pas du tout dans cette quête de faire mal à l'autre, et donc à un moment donné elle m'a quitté comme ça, parce qu'en fait elle s'était mise avec un copain à moi, voilà, et elle m'a dit tiens, au fait, tu sais, nous on n'a jamais réussi, mais on a réussi avec lui, voilà. Donc ça a été un peu violent, très un peu dur. Et moi, elle m'a rappelé 3 mois après, en s'excusant, en disant non mais Simon, tu sais, je t'aime, je veux, machin. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais, moi, forcément? J'y retourne. Voilà. Ouais. Et donc là, j'y retourne, amoureux transi, me dire, ça y est, c'est bon, on revient ensemble. Et donc là, c'est officiellement ma première fois. Et alors, désolé, ça va pas être très glamour pour les auditeurs et auditrices. Mais la première fois où je pénètre quelqu'un, elle me dit, tu vois, maintenant, ça rentre. Voilà, parce que du coup mon copain était passé avant pour voilà, donc pour elle t'a dit ça pendant l'acte. Okay. Ouais, voilà, donc c'est en mode il a fait le passage, quoi. Voilà, c'était très glamour, très poétique, on parlait de poésie, voilà, donc donc ça m'a un peu coupé, et ça m'a un petit peu forcément voilà. Donc ça, c'était ma première expérience sexuelle. Donc je ne sais pas si après il a fallu que je démystifie, que je enlève ça de ma tête ou quoi que ce soit, peut-être, sans doute. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je reste quelqu'un de curieux dans tout, j'essaye. Et le sexe en fait partie. Pour moi, le sexe, c'est du jeu. C'est comme je fais du théâtre. Pour moi, c'est jouer, en fait. On se fait plaisir, on rigole, on essaye, on tente, on se plante. C'est trop bien, en fait, le cul. C'est que, en fait, vraiment, on peut s'amuser. Et donc, c'est du jeu comme la vie, en fait. Et du coup, tu t'es découvert cette nouvelle passion, on va dire ça comme ça. Ouais. Tu es tombé. Je suis tombé. Dans le chaudron. Voilà. Et
je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure. Avec ta compagne actuelle, pendant 4 ans, tu n'as pas du tout... tu t'as pas du tout été ailleurs, quoi. Non, rien. Et du coup, je me dis 4 ans, c'est long quand même, surtout quand finalement t'étais déjà adepte de ça. Comment ça s'est passé? Ouais, mais parce que j'étais adepte de ça, en fait, j'avais eu quelques expériences avec des couples et des choses comme ça, mais en fait... c'est comme en fait c'est un équilibre, je veux dire que moi pendant 4 ans je ressentais pas le besoin, mais j'avais quand même du désir pour certaines personnes, et je pouvais en discuter. J'étais pas en train de moi me dire tout de suite non, je peux rien dire, je peux rien faire, et voilà. Au moins j'en discutais, je fais tiens là je trouve cette fille très jolie, j'ai un peu de désir pour elle. Ah ouais, ok, d'accord. En parlait en fait, voilà. Et donc juste déjà d'en parler, c'est déjà un pas qui est énorme, en fait. Ça enlève déjà beaucoup de frustration de pas pouvoir en parler. Et puis après, voilà, ça s'est venu petit à petit, puisqu'en fait, là, au bout de 4 ans, on a fait une première expérience dans un club. On a commencé à faire des relations avec des couples. Et puis là, ça fait seulement, on va dire, 1 an et demi, 2 ans, qu'on a des relations seules avec d'autres personnes. Voilà. Donc c'est tout nouveau. Ouais. Mais voilà, donc c'est comme étape par étape, chacun, voilà. Et parce que elle, de base, c'était pas particulièrement son truc. Pas du tout, elle avait jamais fait, elle m'avait dit que jamais elle le ferait. Donc elle y a pris goût finalement, à travers toi. Et à force d'échanges avec toi. Je sais même pas si c'est à travers moi, j'en sais rien, c'est peut-être même plus de son côté. En tout cas, t'as été le déclencheur d'une manière ou d'une autre. J'ai été sans doute le levier de curiosité. Parce que tu as beaucoup de relations où effectivement tu en as un des deux qui accepte ce mode de vie, mais qui ne ressent pour autant pas le besoin, lui ou elle, de son côté, de faire des rencontres sexuelles annexes, on va dire. Désolé, je fais un gros jugement, mais je doute de ça. Tu penses pas qu'il puisse y avoir des gens qui acceptent, qui tolèrent que l'un des partenaires soit libertin en l'occurrence, et que eux ne ressentent pas ce besoin d'aller... Alors si, mais tu vois, les mots c'est pareil, ont un sens. Est-ce que c'est toléré ou est-ce que c'est accepté? Pour quelle raison on le fait? Est-ce que tu vois... Ah, tu veux dire qu'il peut y avoir un peu de frustration et d'accepter malgré... Ah oui, mais ça c'est bien sûr. Est-ce que j'accepte tout simplement parce que j'ai peur que tu partes et donc du coup j'accepte en moi, me torturant moi-même parce qu'en fait c'est pire que tu partes. Ah, là on est dans un cas extrême, bien sûr. Ça existe très certainement. Il y a effectivement des gens qui l'acceptent un peu par dépit, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix et parce que t'as le partenaire qui a mis la pression ou qui a fait comprendre que finalement c'était ça ou rien, et eux l'acceptent malgré eux. Ah, mais là on est plus dans de la réciprocité. C'est encore quelque chose à part. Mais oui, mais la réciprocité justement, je trouve qu'elle est rare en fait. En tout cas, c'est difficile. En plus, toi, tu les connais bien. J'imagine que t'échanges même. T'as des amis libertins aussi? Ah oui, on a des amis libertins. D'ailleurs, on a des amis qu'on a rencontrés, qu'on connaissait avant, qui pensaient pas qu'ils étaient libertins. Et le moment où on commence à discuter, oh, mais vous aussi? Ah, mais voilà. Donc il y a un peu des révélations. C'est vrai moi, j'ai pas du tout d'appréhension à parler de sexe, à parler de cul, parce que pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de la vie et c'est un truc que j'assume entièrement dans ma personnalité et mon quotidien. Donc c'est vrai que parfois, en effet, en soirée, je sens quand je commence à discuter de ça, au départ, il y a une appréhension. Mais quel est ce zigoto là qui raconte deux trucs? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis... petit à petit, en soirée, et il y a des petites questions qui arrivent, et puis il y a des petites choses, et puis en fait, on voit toutes les langues se délier, et puis en fait, c'est un sujet qui est universel. Ouais, alors du coup, parfois, pardon, je t'écoute. Vas-y, je t'en prie. Parfois, tu peux du coup faire des rencontres comme ça, qui étaient inopinées finalement, mais est-ce que d'un autre côté, tu as aussi des gens dont tu sens, tu sais, le jugement, est-ce que des fois tu te sens jugé? Est-ce que ta famille le sait? Comment ils ont réagi? Waouh. Papa, maman, je suis libertin. En fait, mes parents le savent, je pense, parce que en fait, je suis en train d'écrire un one-man show depuis un moment, et mon premier sketch c'est sur les clubs libertins. Donc le moment où en fait il va falloir que je joue ce sketch à ma mère, elle l'est prévenue. Mais bon. Avec mes parents, justement, c'est un des sujets sur lequel le sexe, non, on peut pas en parler. On peut pas en parler. C'est un sujet où on esquive le sujet. Il y a le sexe et il y a le mode de vie libertin, qui sont même deux choses encore différentes. C'est encore deux choses différentes. Alors, moi, mon mode de vie est un peu plus
on va dire que j'ai beau être l'aîné, je suis un peu le troublion de la famille, parce que je suis un peu artiste et en même temps j'ai monté ma boîte, j'essaie des trucs, je me plante, et mon frère est plutôt très cadré, marié depuis plusieurs années, marié, 2 enfants, la Tesla. Enfin bref. Plus dans les conventions. Voilà, le pavillon, il a acheté une maison. Enfin, voilà. Le Labrador aussi souvent. Il y a le pavillon là. Mais vous voyez, voilà, donc on a 2 et on s'adore et on s'entend extrêmement bien, mais c'est vrai qu'on a des vies très différentes. Voilà. Oui. Est-ce que c'est un problème pour C'est pas un problème, mais je pense que d'un côté de mes parents, ils ont plus peur pour moi que pour mon frère, parce que moi je représente moins l'équilibre. Ils ont peur quand tu dis ils ont peur, ils auraient peur de quoi? De l'équilibre financier, de l'équilibre amoureux, de l'équilibre, parce que c'est moins dans leur modèle, tout simplement. Oui, l'équilibre financier, ça peut s'entendre. L'équilibre amoureux, c'est moins une priorité. J'imagine ça va moins impacter de gagner sa vie pour avoir un toit et pour vivre. Ça, c'est une nécessité. Ouais, mais ça impacte énormément une maman, ma maman qui veut devenir grand-mère. Ok, donc c'est ça, c'est la volonté d'avoir des petits-enfants ça impacte énormément ma maman parce qu'elle veut que je sois heureux avec quelqu'un. Tu vois, donc heureux avec quelqu'un, que ce soit garçon, fille, voilà, ça a jamais été un sujet. Mais par contre, d'être heureux avec quelqu'un. Donc de penser que je peux être polyamoureux ou j'en sais rien, ou d'avoir des relations avec d'autres, elle voit ça plutôt comme un danger, de mettre en danger son propre couple, puisqu'en fait, quand même beaucoup de gens voient ça comme un danger et une mise en danger de son couple, en disant mais attends, mais tu risques pas de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, ça met pas en danger ton couple, alors que nous c'est tout l'inverse en fait. C'est parce qu'on a ultra confiance dans notre couple qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses. Et de toute façon, tomber amoureux, en fait, qu'on soit monogame, polygame, enfin n'importe qui, en fait, on peut tomber amoureux de quelqu'un. Enfin, on change de boulot, on part, voilà, c'est quand on dit tomber amoureux, on tombe amoureux en fait. Ça arrive en fait. Oui, mais est-ce que tu penses pas qu'en tant que libertin, t'es plus enclin à faire une rencontre comme ça, justement, que quelqu'un qui a un couple plus lambda et qui est exclusif? Parce que quelqu'un qui est exclusif, il va pas aller chercher, tu vois. Enfin, normalement. Hors tromperie. Je parle de vraiment deux personnes fidèles. On va pas aller chercher quelque chose d'autre. Tandis que toi, tu as cette ouverture déjà dans ton esprit, même inconsciemment finalement. Oui, mais je vais pas chercher non plus. Là, par exemple, je suis avec ma compagne principale et j'ai rencontré il y a plusieurs mois une autre personne avec qui ça se passe extrêmement bien. Voilà. Du coup, je ne vais pas chercher quelqu'un d'autre. Là, en ce moment, j'ai 2 personnes. Voilà. Et voilà, tu vois ce que je veux dire, c'est que tu as moins de limites, je pense, mentales. Oui, bien sûr. Ce qui t'amène à tomber, je pense, plus facilement aussi amoureux de quelqu'un d'autre. Oui, mais après, ça c'est une problématique. C'est quoi l'amour, quoi? Est-ce qu'on peut tomber amoureux Il y a la question du temps que ça prend aussi, parce qu'effectivement, si tu as plusieurs partenaires avec lesquels tu investis du temps, ça, c'est du temps en moins pour tes activités pro, personnelles, pour ton couple initial. Alors il me semble que dans le milieu polyamoureux, il y a des termes particulier. On parle de polycule. C'est ça, polycule. Alors, oui. T'as un polycule particulier, enfin prioritaire. Comme des molécules. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. J'ai plus les termes. Ouais, monsieur. Mais ça prend du temps, énormément de temps, et c'est du temps en moins pour ton couple et pour toi aussi. Alors oui, mais c'est pareil. Les mots ont un sens. C'est du temps en moins ou en plus pour toi. En fait, effectivement, là les mots sont très orientés, mais disons que ça te demande plus d'énergie. Bien sûr. Voilà, et donc ça peut ça peut impacter tout ce que tu fais, le reste de ta vie. Mais comme faire un enfant, comme te mettre à la poterie, ou comme te dire en fait cette année je me mets au basket. En fait, on a tous. Alors, on n'est pas égaux. Hein. Attention, on ne naît pas égaux. Ça n'existe pas. Enfin, en tout cas, selon moi, c'est pas vrai. Que ça soit par notre famille, la couleur de peau, ou où est-ce qu'on est. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on a à peu près tous le même temps dans la journée. On a 24 heures. Voilà. On a 24 heures. Après, il y a des gens qui, en fait, ont des facilités, puisqu'en fait, quand tu as des moyens, donc tu peux prendre quelqu'un pour te faire manger. Quand tu as des moyens, tu peux prendre quelqu'un pour faire le ménage. Quand tu as des moyens, tu peux prendre quelqu'un pour garder tes gosses. Donc,
on a des facilités, voilà. Mais on a tous à peu près 24 heures. Donc on est à peu près égaux quand même là-dessus, sur ce qu'on fait de ces 24 heures. Voilà. Donc, c'est des choix après. Donc c'est des choix, et les choix... mais on est obligé de prioriser. Bien sûr. Quel que soit on est obligé de prioriser. Bien sûr, parce qu'on ne pourra pas tout faire. C'est impossible. On ne pourra pas tout faire de notre vie. On va mourir avant. On ne pourra pas tout faire de notre journée. On va dormir avant. Voilà. Donc on sait que... Moi, je sais que ça peut s'arrêter demain. Que là, je peux même sortir de ce podcast. Je peux me faire renverser. Et c'est terminé. Point. Donc, j'essaie de faire les trucs maintenant, en essayant d'organiser, de prioriser au maximum pour que il y ait des compromis pour l'ensemble, que ça contente tout le monde, voilà. Et que je me fasse un petit peu quand même plaisir derrière. Il faut. Bien sûr. C'est quoi les limites que vous êtes fixées avec ta compagne actuelle ? Vous avez défini les limites de manière formelle ? Alors on a défini, quelques limites. On a défini les limites de pas au départ de pas tomber amoureux. Voilà, mais après pour qui était à l'initiative de ne pas tomber amoureux ? Nous deux, enfin surtout moi d'ailleurs, parce qu'en fait vu qu'elle était tombée amoureuse de quelqu'un, mais en fait après j'ai compris que c'était autre chose, donc forcément. Pourquoi t'avais ce truc-là ? Parce que j'ai eu tellement mal. Parce que j'ai eu tellement mal qu'elle tombe amoureuse de quelqu'un d'autre, parce que je l'ai pas vu venir, et surtout parce que ça a engendré aussi une tromperie qui en fait c'est comme... Non, mais avec toi tu voulais pas que c'était on doit pas tomber amoureux l'un de l'autre ? Non, on doit pas tomber amoureux de quelqu'un d'autre. Ah d'accord, je comprenais pas. Ah oui, autant pour moi. Oui, c'est pour ça je comprenais pas. On doit pas tomber amoureux. Non, mais justement, je pensais que ça avait commencé par une relation légère dans lesquelles tu t'étais mis des... OK, j'ai compris. Non, mais donc mais enfin voilà, on a quelques limites, voilà, on essaie de se parler toutes les semaines en fait, à chaque rencontre, à chaque moment. Est-ce que c'est OK ? On ne dit pas les détails, mais est-ce que c'est OK ? Voilà. Mais en l'occurrence, ça c'est pas une limite que tu contrôles, donc c'est pas réellement une limite, mais tu parlais de bisous, de coucher, de rapports ambigus qui peuvent être un échange avec d'autres hommes. Tu vois, tout ça c'est des limites concrètes que tu peux définir dans ton contrat de couple. Les limites pour l'instant, c'est on veut savoir où on est et avec qui. Voilà. C'est-à-dire que on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. À un moment donné, elle a fait une soirée avec un partenaire à elle, qu'elle a de son côté, et je l'ai découvert le lendemain. Elle me l'a redit le lendemain. C'était hors limite. Parce qu'en fait, on aime se dire, ce soir, je suis avec telle personne et je serai là. Donc en fait, le jour où elle t'a trompé, la tromperie, c'était plus l'aspect caché qu'autre chose, et l'aspect qu'elle est tombée amoureuse en fait. Ouais, alors c'était déjà parce qu'en effet c'était l'aspect caché, donc du coup c'était des choses, et puis parce que à l'époque on s'autorisait pas à aller voir tout seul quelqu'un d'autre. Vous étiez tout le temps tous les deux. Exactement. On faisait que des relations de couple, et c'était là où il y a eu un mismatch, voilà. Donc après non, des limites là on en a, bien sûr on en a d'autres, c'est de se dire tiens, si tu as envie de faire un truc à 3, préviens-moi, si t'as envie, là il y a une limite qu'on a franchie, et j'ai senti que ça a posé un vrai souci, mais on en a reparlé après. C'est parce que du coup j'ai passé un week-end avec mon autre partenaire, et donc on est parti en week-end, et donc là il y avait une notion de... Tout n'était pas très contractuel avant, et finalement vous avez mais en avance en marchant. Oui, c'est ça, vous avez attendu d'être confronté à des choses sur lesquelles vous n'étiez pas forcément en phase. Et la vie, pour en parler. En fait, malheureusement, en fait, c'est qu'on peut pas tout contractualiser avant. Bah ouais, mais ça justement, ça c'est une question intéressante. Il y a différents sons de cloche. Tu vas avoir des gens qui vont préconiser de très vite dans la relation fixer les limites et être au clair sur les limites. Mais c'est compliqué ça en pratique de le faire, et les gens ne le font pas de manière générale. Et je pense que c'est encore une fois un compromis entre les deux à trouver, et parfois accepter de pas avoir pensé à certaines limites et d'en parler une fois qu'on sent qu'on est gêné par quelque chose. Alors de contractualiser, on va dire contractualiser, ce mot est horrible, mais de se mettre d'accord. Se mettre d'accord sur... Ça c'est un compte, c'est un contrat. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est très peu romantique. Il est très formel. Et puis surtout, derrière le contrat, il y a une notion de discussion avec un avantage, un gagnant, un perdant. Voilà. Mais très anglo-saxon comme mais donc de se mettre d'accord sur ces limites avant, entièrement, et de dire tiens, en fait moi je suis pas à l'aise avec les bisous, j'ai pas envie que t'embrasses. Tiens, en fait je suis pas à l'aise, j'ai pas envie que tu te fasses sodomiser par quelqu'un d'autre. Ah tiens, j'ai pas envie que tu suces quelqu'un d'autre. J'ai pas envie que tu mettes ta bouche ici. J'ai pas, enfin voilà. Mais
chacun a ses propres limites, et voilà. Donc moi au départ j'avais vraiment du mal à ce qu'elle fasse une fellation à quelqu'un d'autre, voilà. C'était un truc mais je pense que j'avais même plus de mal à ce qu'elle embrasse quelqu'un d'autre qu'elle fasse une fellation à quelqu'un d'autre. Ça tu lui avais pas dit? Si, on s'en est parlé, mais forcément c'est comme dans n'importe quelle expérience de vie, il y a des choses qu'on n'a pas prévues dans les limites, en disant bah tiens en fait, mais comme elle est tombée amoureuse, mais en fait c'était pas du tout écrit. Non, mais ça c'est encore autre chose. C'est pas des choses que tu contrôles. Ça, c'est des choses que tu ne contrôles pas. Le sentiment. Mais il y a tellement de choses qu'on contrôle pas. Il y a des choses qu'on contrôle un peu plus que d'autres. Bien sûr, mais il y a des choses sur lesquelles, sur l'instant, sur le moment, bah tiens, on a fait les fous, ah mince, ah ok d'accord, mais il s'est passé quoi? Bah ouais, mais enfin, je veux dire, c'est humain, on est humain en fait. On a aussi nos désirs, nos envies, c'est pour ça que je reviens sur l'individu, de se dire, et il y a aussi cette quête, c'est pour ça aussi que très honnêtement il y a aussi la quête de découvrir sa sexualité, c'est pas enfin en tout cas c'est très difficile de découvrir sa sexualité avec juste un partenaire et de son couple. En fait, on découvre aussi sa sexualité, son propre plaisir, ses propres envies, en essayant d'autres choses avec d'autres personnes, avec d'autres corps, d'autres envies, ou enfin, même pas forcément d'ailleurs d'autres personnes, ça peut être juste d'autres découvertes. Alors, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, mais selon moi, c'est pas obligé d'être libertin pour pouvoir découvrir sa sexualité, c'est-à-dire que tu peux avoir plusieurs partenaires au cours d'une vie et plusieurs expériences exclusives. Je dis ça parce que ma compagne, ma chérie actuelle avec qui on est, avait eu peu de compagnons avant, et donc du coup elle avait même dit en fait j'ai envie de découvrir ma sexualité, et donc c'est aussi au travers de ça que maintenant elle découvre d'autres choses. Et d'ailleurs c'est assez cocasse, et vous peut-être que vous le croirez ou pas, mais en effet c'est en acceptant que l'autre fasse autre chose que ça amène des choses dans le couple, que ça amène des folies, des expériences, des trucs. Ah putain ouais, waouh, c'est pas facile mais en vrai c'est génial à vivre. Et t'avais donc j'imagine, donc avec elle ça a pu le faire dans tes expériences passées d'avant. Ouais. Ça a posé des problèmes, où t'as eu, il me semble qu'on avait discuté effectivement d'une relation qui n'avait pas fonctionné avec une personne de confession juive. Ouais. Et ça n'avait pas fonctionné entre autres à cause de cette différence culturelle, religieuse, on va dire. Alors là, c'était pas forcément un lien avec le sexe ou avec le libertinage, mais oui, là, c'était vraiment lié à, on va dire. Et t'avais ce mode de vie à l'époque déjà libertin. J'étais déjà dans cette optique de désirer plusieurs personnes en fait. Voilà. Mais là, c'était vraiment tout autre. C'est que je pense que tous les problèmes peuvent être résolus avec de la discussion, de la compréhension et de l'empathie. Voilà, de se mettre à la place de l'autre. Malheureusement, en effet, cette relation qui était géniale, hein, c'est la première fois de ma vie où je suis confronté à un problème où en fait on ne peut pas discuter. Parce que c'est comme ça. Elle était fermée. Mais elle n'était pas fermée, mais c'est qu'elle était dans... En fait, quand on parlait par exemple de se dire, si un jour on a des enfants ensemble, nos enfants seront juifs. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Non, mais ils pourront choisir. Mais non, en fait, c'est dans mon sang. Donc, il n'y a pas de discussion en fait possible, puisque c'est comme ça, en fait, c'est biologique. Alors même si, en effet, j'ai un peu plus du mal avec la biologie et la religion, bon, c'est un autre débat. Après, ouais, ça c'est très particulier. Après, et ça c'est quelque chose qui te gênait quand elle disait ça, parce qu'il y a être juif selon la tradition juive, et que effectivement ça passe par le sang, et il y a la pratique que ça amène. Et tu sais, t'as beaucoup de gens qui se considèrent comme étant juifs par le sang, et qui n'ont pas la pratique qui va avec, et la pratique religieuse qui va avec. En fait, c'est tout simplement parce que moi j'essayais de m'intéresser un petit peu justement à cette religion et à différentes religions qui existaient, mais en effet ce point-là était un petit peu créer une frontière entre nous, une frontière qui a toujours existé, le fait de me cacher de ses parents parce que du coup je n'étais pas juif, de pas forcément rencontrer de pas le dire à des personnes, à des amis que j'étais pas juif, enfin voilà. Donc ça a toujours en fait créé une frontière qui malheureusement en fait à un moment donné devient de plus en plus grande, et justement les choses qu'on cache deviennent des frustrations, et les frustrations deviennent des... Et donc au-delà de effectivement cette différence où elle te disait si on a un enfant il sera juif, qu'est-ce qui posait problème dans le quotidien? Rien.
Rien, donc c'était... Rien, okay. On était amoureux, transis, on s'est rencontrés dans un casting de chant, dans une queue pour faire un casting d'une émission de télé de chant, et en fait elle était chanteuse, je chantais dans la queue, voilà, comme dans les films quoi, voilà, donc non, une histoire d'amour très belle. Et quand est-ce que tu t'es aperçu que ça commençait à poser un problème, la différence Quand on a commencé à courir dans la rue parce que ses parents étaient dans un restaurant à côté et qu'elle l'a vu et qu'il fallait pas qu'elle me voie. D'accord, donc elle savait déjà que ça poserait un problème au moment de rencontrer. Tout de suite. Donc finalement, elle savait, avant même de te rencontrer, au moment de te rencontrer, que ça allait bloquer. Alors elle savait pas au même moment de me rencontrer parce qu'elle croyait que j'étais juif. Ok. Je m'appelais Simon et que du coup, voilà, elle pensait que je l'étais et elle a découvert. Voilà. Donc t'as jamais vu tes ex-beaux-parents finalement? Non, non. Bah après j'ai eu d'autres relations que. C'est cela en l'occurrence. Mais voilà, non, eux jamais. Voilà. Mais après, voilà, c'est quelqu'un de adorable, hyper cultivé, enfin voilà, c'est que j'admire énormément. J'ai toujours énormément d'affect pour elle. Elle s'est mariée d'ailleurs il y a pas très longtemps, voilà. Mais voilà, il y avait cette frontière là, et ce qui m'a fait mal, c'est pas le fait de mettre fin à notre relation, parce que moi je trouve ça très bien de mettre fin aux relations. C'est génial de pouvoir mettre fin aux relations quand ça va encore. Le pire, c'est de rester ensemble et que le couple se déchire, de forcer la chose en disant vas-y, on va encore essayer, et encore, et en fait on commence à regretter le fait d'être ensemble. Et là, c'est le pire. Arriver à vous quitter, quoi. Quittez-vous au bon moment, au moment en fait où c'est génial, où justement on peut se quitter en disant waouh, c'est génial ce qu'on a vécu, trop bien. Et je voulais rebondir aussi sur un truc que tu avais dit tout à l'heure. Que tu t'étais inscrit sur une application, sur un site. Est-ce que tu utilises toujours ces moyens de communication là pour faire de nouvelles rencontres avec ta compagne notamment, ou est-ce que vous faites autrement? Qu'est-ce que tu penses des applications? Alors oui, en fait on a beaucoup utilisé Wild, et c'est moi qui étais plutôt derrière les manettes parce que ma compagne ne voulait pas forcément gérer ça, voilà. Mais donc du coup oui, j'étais plus, on a fait pas mal de rencontres de couple ou de soirées grâce à Wild, et puis maintenant qu'on est dans une démarche plus individuelle, d'aller chercher ses propres rencontres, c'est plus des réseaux très standards, du Tinder, du Happen, enfin en tout cas pour elle ça fonctionne extrêmement bien. Alors là malheureusement je vais genrer parce que c'est une femme. Ouais, désolé. Oh là là, franchement, ça me choque. J'ai honte. Frappez-moi, faites-moi mal. Non, mais voilà, donc, oui, là, en effet, en tendance, on est une fille, on s'inscrit sur une application. Oui, on a tout de suite 300 messages. Et pour autant, elle n'a pas pour autant plus de relations extra, entre guillemets, conjugales avec d'autres hommes que toi. Elle en a eu plus de relations, elle a eu plus de rencontres en tout cas, parce qu'elle a rencontré, je pense, 4, 5, peut-être 6 garçons différents, ce qui veut pas dire qu'elle a eu des actes sexuels avec toutes, mais elle a fait plus de rencontres que moi, depuis qu'on est OK sur le fait. Alors moi j'en ai fait moins, mais oui, là, il y en a eu, parce qu'il y a eu aussi une personne là avec laquelle ça a matché, avec laquelle j'ai beaucoup d'affect, voilà. Mais en effet, en étant garçon sur une appli, quand je me suis inscrit, ça m'a rappelé le fait que c'est difficile, que c'est vraiment un monde très 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 difficile. C'est même violent. Mais j'imagine qu'en rencontrant des personnes sur des applications de rencontres lambda, comme ce que tu as cité, ça doit être difficile de trouver des personnes qui sont intéressées par ce genre de relations-là, parce que du coup, vous leur dites la vérité, j'imagine, que c'est pas des relations cachées. Alors quand je dis lambda, c'est pas des relations libertines, mais par exemple sur OkCupid, moi je ne recherche que des gens qui sont polyamoureux ou dans un esprit libertin. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même ce tag là en fait qui existe, parce que oui, on va pas chercher des gens qui sont pas, enfin moi je vais pas chercher chercher, déjà je ne cherche pas, mais forcément mais t'es quand même actif dans la volonté de rencontre. Le fait d'être sur une application de rencontre, c'est d'une manière ou d'une autre chercher. Oui, exactement, mais je veux dire, c'est pas grave, il y a rien de grave si je ne trouve pas, enfin quoique je suis un peu en train de me mentir.
j'étais un peu jaloux d'ailleurs de ma compagne actuelle quand elle commençait à rencontrer des garçons, parce que vu qu'elle a un succès de ouf, j'étais un peu en mode moi du coup, moi j'étais sur mes apps, là elle commençait à discuter avec les filles et waouh, je me suis retrouvé vraiment dans la violence tu sens vraiment que quand tu écris, en fait t'es face à 200, 300 autres garçons en fait, qui écrivent en même temps, et que du coup t'es perdu dans ce flot et ces méandres des apps, et notamment cette ultra gamification des apps qui fait que tu switches, tu swipes, et tout passe très vite, et c'est très difficile de se refocus sur quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de célibataires, effectivement, quand ils voient qu'ils sont confrontés à ça. T'as des femmes qui sont dans l'illusion du choix au début quand elles se mettent sur les applications où effectivement ça n'est pas la même frustration, et des hommes, comme tu dis, qui vivent la violence des applications et qui parfois, et pour beaucoup, se mettent en couple par défaut pour ne plus avoir à subir la pression de faire des rencontres. Après, c'est pour ça que là j'ai eu énormément de chance. J'ai fait quelques rencontres. Il y en a 2 qui se sont pas c'était pas plus, en tout cas j'ai qualifié que moi ça me plaisait pas plus que ça, et je suis tombé sur la 3e, sur une fille extra, en tout cas moi, que je trouve extra, avec qui ça match très bien, et voilà, autant psychiquement que physiquement que sexuellement. Et donc j'ai énormément de chance. En même temps, la chance se provoque. En effet, quand on dit je cherche pas, il y a des choses qui, mais voilà, c'est des concours de circonstances. Elle s'est inscrite le jour, le jour même où elle s'est inscrite, moi je l'ai liké, et après c'est inscrite. Les applications, c'est beaucoup ça. C'est une question d'être au même moment disponible. Les gens, ils consomment ça un petit peu sur un moment aux toilettes, dans le métro, rapidement. Et tu vois, il suffit de pas être au bon moment, au bon endroit, pour passer à côté de quelqu'un. Pas au bon moment sur l'application, pour passer à côté de quelqu'un. Mais comme dans la vie. Je ne renie pas. Mon métier, c'est de faire du numérique, donc je vais pas renier le numérique et le digital, même si je déteste ce mot. Voilà. Donc je vais pas renier des applications, des choses comme ça. C'est juste que la méthode aujourd'hui qui est malheureusement dans principales applications, leur business model, c'est de rester et d'être abonné pour que tu ne trouves pas la bonne personne. En fait, ou en tout cas pour que tu penses qu'il y a toujours mieux ailleurs. Et de faire rester plus sur l'application. Et donc d'avoir une espèce de compétition justement entre les gens, entre les personnes, en disant mais j'ai toujours mieux, il y a toujours autre chose. Leur donner un petit peu, leur enlever, leur remettre des profils pour créer ce truc un peu de casino et d'addiction, un petit peu comme les jeux. Profils. Je veux dire sur OkCupid, même si c'est une très bonne application, là j'ai, je crois, je pourrais vous montrer, j'ai 21 likes. Les 21 likes, c'est des faux profils. Je le sais, je suis liké par 21 nanas. Ouais, c'est génial, je suis trop fier de moi. C'est 21 faux profils. Voilà. Donc, alors que quand t'es une fille, t'es plutôt en mode, c'est très difficile de répondre à tout le monde. Voire même impossible. Je veux dire, quand t'es une fille qui a en plus déjà, quand t'es une fille déjà de base, alors si t'es une fille avec une photo, alors là, laisse tomber. Et si t'es une fille avec une photo et en plus dans la norme qui est considérée comme jolie, alors là, laisse tomber, c'est très difficile. Tu as 300 messages par jour, et donc du coup c'est impossible de te concentrer sur des personnes. C'est normal, il faut filtrer, il faut choisir. Et donc forcément il y a une part de chance, il y a une part de hasard, il y a une part de voilà. Mais ça, le cerveau, c'est difficile à gérer. Normalement, notre cerveau arrive à faire à peu près entre 6 et 7 choix maximum. Après, il surcharge. Donc, alors, 300 messages par jour. Plus t'en as, et plus c'est difficile d'aller en profondeur avec un nombre limité de personnes. Donc, tu restes en surface. Tu as cette impression que tu ne peux pas aller plus profondément avec les gens avec lesquels t'échanges. Et du coup, ça tourne en rond. Mais surtout que ça s'arrête pas. Puisqu'en fait, quand tu te prépares à un rendez-vous, entre guillemets, parce que c'est pas des rendez-vous, parce que tu te dis, mais moi j'ai été dans cette position-là. Mais après, c'est aux gens d'avoir conscience de ça, et de se faire violence, et d'être capable de couper des applications. Oui, comme quand t'es sur TikTok et tu penses que tu maîtrises, alors qu'en fait, TikTok a été pensé pour que justement tu te dis que tu restes 2 minutes. C'est la même chose. Il faut désinstaller TikTok. On appelle ça des dark patterns. C'est ça. Donc en UX, c'est aussi mon métier de faire ça pour des sites web ou des applications. J'essaie de m'extraire de ce genre de choses et d'essayer, mais on tombe dedans. Je veux dire, quoi qu'il arrive, c'est dans notre cerveau. Donc, on agit sur les mouvements du cerveau pour pouvoir le faire. Ok, bon, on va conclure. S'il y a des gens qui sont peut-être tentés par ton mode de vie et qui ne sauraient pas peut-être comment l'aborder avec un partenaire, quel serait à toi, qu'est-ce que tu préconiserais pour terminer?
rapidement, puisqu'on doit... Alors déjà rapidement essayer de faire une psychanalyse de soi-même déjà. Alors rapidement c'est compliqué, mais déjà essayer s'il a une difficulté pratique de comment l'amener avec quelqu'un ou comment l'amener avec quelqu'un, oui, pour dire. Comme vous parlez à votre partenaire. Donc de communiquer là-dessus et de faire essayer de lui parler et de l'amener peut-être progressivement ou par des intermédiaires. Par n'importe, ça peut être par un post-it si vous voulez le faire par un post-it, ça peut être par une lettre si vous voulez par une lettre, faites un podcast si vous voulez faire un podcast, un mot doux. Il y a des manières peut-être plus simples de le faire. Un journal intime sur l'oreiller, enfin n'importe où. Mais une manière un peu détournée, peut-être de le dire pour l'amener, de dire voilà, j'ai entendu parler de ça, bah tiens, j'ai vu ce podcast, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, sans le faire directement. Tu vois, ça peut être une manière d'aborder le sujet de manière indirecte et pour déjà sentir et prendre la température de comment l'autre perçoit ce mode de vie. Oui, mais si c'est que ça, en fait... c'est une première étape. En fait, souvent, les gens qui peuvent pas forcément parler de ça, ça veut dire qu'il y a d'autres sujets sur lesquels ils peuvent pas parler. En fait, c'est rarement le seul sujet. Je veux dire, je pense que c'est un des sujets les moins évidents à évoquer. C'est moins évident. Mais oui, peut-être de commencer à envoyer des podcasts, de commencer à envoyer des articles. Il y a beaucoup de livres qui sont géniaux là-dessus. Donc oui, regarder ensemble une chaîne YouTube ou écouter un podcast ensemble. Mais aussi aller voir quelqu'un. Nous, avec ma compagne actuelle, si on n'avait pas fait une thérapie avec une sexologue pendant 1 an, on se serait quitté. On le sait. Elle nous a énormément aidé dans la démarche et ça nous a fait énormément grandir. Et pourtant, on discutait énormément ensemble. Donc, faites-vous accompagner, lisez et soyez curieux ensemble. Voilà. Ok, bon, merci Simon. Merci. Dernière petite chose. Donc effectivement, là, c'était le premier épisode du podcast. On cherche, voilà, c'est ça. On cherche des gens qui soient, comme Simon, qui ait un rapport, soit des gens du quotidien, comme toi Simon, qui ait une vision des relations, qui ait une vision du rapport à l'autre sexe qui soit intéressante, qui ait des choses à dire. Et qui veulent témoigner, discuter avec nous, de parler de différents sujets. Donc soit des gens du quotidien, ou soit des experts dans un domaine qui est lié aux relations interpersonnelles plus largement. N'hésitez pas à nous contacter, on va mettre le lien du compte Instagram, un petit message, et on en discute par la suite. Merci. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci Simon. Et merci Simon. Merci beaucoup.